Bonjour tout le monde. On entame cette dernière journée du Festival Omnivore par une nouvelle excursion en terre péruvienne. Je dirais péruvienne, mais pas seulement, puisque nous sommes en plein cœur de Lyon. Et pour un restaurant qui justement essaye de faire bouger les lignes à la fois de la gastronomie lyonnaise et également péruvienne. On est très heureux d'accueillir Carlos Camino Miraflores à Lyon. On l'applaudit s'il vous plaît. Bienvenido Carlos. On l'entend ou pas? Est-ce qu'on entend Carlos? Allô, allô? Si? Mais oui. Rentrez, rentrez. La journée commence avec vous. Comment ça va Carlos? Très bien, bien content d'être là avec vous. Bon, je crois que Pour une fois. tu étais dans les travées aussi hier du festival. Tu as pu voir des choses. On est arrivé hier, on a visité un peu et puis rencontré pas mal de monde, de beau monde. Bon, très bien. Carlos, on a eu l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ou peut-être même d'approfondir la gastronomie péruvienne et surtout son territoire avec Virgilio Martinez et Pia León qui a été respectivement samedi et dimanche. Je l'ai bien prononcé. Je t'entends pas, j'ai pas le retour. Tu m'entends pas? Non. On va augmenter peut-être un peu le retour pour que le chef puisse bien m'entendre. Je disais qu'on avait accueilli samedi et dimanche Virgilio Martinez et Pia León, deux évidemment grands ambassadeurs de la cuisine péruvienne, basés à Lima. Toi, tu es l'ambassadeur, si je puis dire, de la cuisine péruvienne en France. Un restaurant à Lyon, un restaurant qui a reçu des récompenses, qui valide aussi un certain nombre de tes choix. Est-ce que tu peux nous présenter le Miraflores et ses satellites, s'il te plaît? Alors, le Miraflores, c'est un restaurant qui à la base c'était un restaurant franco-péruvien. On s'est placé sur le contexte adaptateur. On ne pouvait pas faire entièrement la cuisine péruvienne à Lyon. En tout cas, dans la cuisine que je présente, je ne pouvais pas me permettre de faire à 100% une cuisine traditionnelle. Pourquoi d'abord? Parce que dû aux produits, on n'a pas forcément tous les produits qu'on a besoin. Produits frais. Actuellement, au tout début, on était 50-50. On travaillait 50% de produits français et 50% de produits péruviens. Actuellement, on est à 90% de produits péruviens. Grâce à ce boom de la gastronomie péruvienne qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de producteurs, beaucoup plus des interlocuteurs qui permettent d'avoir des produits frais actuellement. Donc ça, il y a la question des produits, évidemment, qui, en plus, on l'a découvert depuis 2 jours, des produits qui sont rares ici et des produits qu'on a vus pour la première fois probablement sur une scène en France. Mais il y a aussi peut-être la difficulté, ou en tout cas la nécessité d'apprendre un certain nombre de goûts pour un public, finalement, ta clientèle, qui est peut-être un peu déroutée aussi par certaines saveurs ou certaines textures qu'on pourrait qualifier de péruviennes. Est-ce que tu peux nous en dire un mot aussi ? Alors, il faut savoir que le Pérou, ça ne se limite pas aux plats emblématiques comme le ceviche, papa la huancaïna et compagnie. Nous, on essaye vraiment de démocratiser cette cuisine, d'aller plus loin, d'aller chercher les produits méconnus. Déjà au Pérou, qui est important, de se le dire. Il y a un gros travail de sourcing que tu fais régulièrement au Pérou d'ailleurs pour découvrir, aller chercher finalement des nouveaux producteurs, des nouveaux produits. Exactement. Donc ça, on l'a installé à Lyon, on l'a implanté à Lyon. Et puis c'est sûr que les Français, pour l'instant, ils sont un peu réticents là-dessus. Ils hésitent un peu. Donne-nous des exemples de ces goûts qui sont un peu à la limite pour nos pauvres déjà, petits tout simplement le piment, par exemple. Bien le piment, quand on voit une carte dans un restaurant gastronomique qu'on met plein de piment, on dit ouais, attention, je vais peut-être pas y aller là. Donc il y a une certaine appréhension là-dessus, ouais, tout à fait. Et il y a une ambition aussi au Miraflores, c'est de faire de la gastronomie, c'est-à-dire de proposer une expérience qui soit élevée avec tout un art de la table et puis l'ambition de sortir effectivement des clichés. Qu'est-ce que vous avez envie de nous présenter tous les trois? Est-ce que tu veux bien nous les présenter, tes camarades de jeu aujourd'hui d'ailleurs? Oui, bien sûr. Alors Erika, c'est une chef pâtissière qui travaille avec nous depuis pas trop longtemps. Bonjour. Camilo, elle est japonaise d'ailleurs. Camilo est mon second, elle est colombien. Pareil, il travaille avec nous depuis 1 an et demi. Enchanté, bienvenue sur cette scène. Qu'est-ce que vous allez nous préparer tous les trois du coup? Alors aujourd'hui, on vous présente 3 plats emblématiques du restaurant. On va partir sur un taco végétal. C'est
une partie de la carte, fait partie de la carte menu dégustation, avec plein de petits légumes de saison. Il faut savoir que nous, on adapte aussi bien les produits péruviens et les produits français. Donc on ne peut pas s'en passer des légumes de la Drôme, du Rhône. On travaille avec des producteurs locaux, donc on fait aussi bien que du produit biologique péruvien et aussi des produits raisonnés locaux. Très bien. Donc là, le taco, par exemple, c'est tout à fait l'exemple. C'est un plat complètement végétal dans lequel on a additionné une mayonnaise avec une réduction de chicha de jora. C'est un fermenté de maïs. Et si on commençait, histoire de montrer tout ça, puisque... Alors, Carlos, dites-moi. Tu me permettrais de dire taco. Pour moi, le taco est plutôt un emblème du Mexique. Est-ce que je me trompe? Oui, pourquoi pas. Mais après, il faut savoir que nous, on est multiculturel. On a beaucoup d'influence dans la cuisine péruvienne et on se permet aussi de choisir un petit peu les plats d'autres pays, pourquoi pas. On a créé aussi une cuisine fusion péruviano-japonais, la cuisine Nikkei. Effectivement, la cuisine japonaise a beaucoup, finalement, c'est hybridé avec la cuisine péruvienne. Il y a pas mal d'influences, ouais. Il y a la cuisine chifa, chinois-péruvien, créole entre l'Afrique et le Pérou. Donc il y a pas mal d'influences. Et donc là, on a une influence qui peut être, on peut dire, mexicaine. C'est pas forcément, mais c'est quelque chose que j'ai voulu faire parce que ça me plaît. Donc on a une pâte complètement végétale, pas de farine, pas de gluten. D'accord. Donc on l'a fait avec de l'épinard et un petit peu de coriandre. Donc, et sauce huacatay. Pas de maïs. Pas de farine de maïs. Pas de farine. D'accord, parce qu'on est d'accord. Moi, si je dis taco, pour moi, c'est une galette de farine de maïs qui va être ensuite cuite sur une surface. Voilà. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Ok. Donc ici, vous avez plein de petits légumes qu'on a préparés à l'avance déjà. Et on a mélangé avec la mayonnaise dans laquelle on a... Attends, la chicha. La chicha, elle est où? Donc cette fameuse chicha qui est fermentée et très typique, traditionnelle au Pérou. Alors, explique-nous un peu, qu'est-ce qui est fermenté? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Le maïs que vous avez peut-être là. Là, on a une variété de gros maïs blanc, mais ce n'est pas celui-là. C'est une autre variété. Très bien. Donc on l'a fait germer. On la laisse germer et après on la fait fermenter pendant 6 mois, plus longtemps si on peut. Et s'il fallait faire une analogie avec, disons, le panier français, ce serait quoi? Une sorte de vinaigre, comme une sorte de... Alors c'est en fonction de la fermentation, le temps de fermentation. Vous pouvez l'utiliser comme un vinaigre, comme une boisson alcoolisée ou comme une boisson rafraîchissante. Cette fois-ci, ça a été une chicha qui a été fermentée 6 mois. Donc il n'y a pas trop de taux d'alcool. Et donc on peut imaginer que la chicha soit un des produits qu'on va trouver dans toutes les cuisines péruviennes? La plupart du temps, oui. Du nord au sud du Pérou. D'accord, très bien. Donc là, Camilo va nous aider à préparer le taco. Donc vous mettez la moitié. Donc là, on a choisi un panier de plein de légumes de la région. Tu peux nous donner quelques... Parce que là, on a l'impression d'une petite macédoine, presque. Je ne vous entends pas. Attends, je vais me rapprocher de toi. J'aurais tendance à dire que ça me fait penser à une petite macédoine de légumes. Une macédoine de légumes. Ok, donc on va avoir les produits de saison, j'imagine, un peu d'haricots verts. Brocoli, tomates, carottes. Ok, très bien. Tout ça. Donc là, on va procéder à fermer le taco. On n'a pas la petite passoire, non? Pas de passoire. Bon. Donc ici, vous avez 2 plantes également emblématiques de chez nous. C'est le huacatay en poudre et la muña en poudre. Ce sont 2 plantes originaires de ma région aussi. Jauja, je fais partie d'un petit village. Qui se situe dans quel... Sur la cordillère, à 3000 mètres, à 3006 mètres d'altitude. D'accord, et c'est des plantes qu'on va trouver en altitude, du coup, c'est des plantes de montagne. La plupart du temps, c'est des plantes un peu sauvages, entre guillemets, celles qu'on ramasse. Donc là, on va apporter ce goût qu'on adore tous, de huacatay. Et juste une petite pointe de muña. Je me permets. Bien sûr, tu peux goûter. Et la muña, tu peux le sentir,
C'est assez mentholé, c'est assez frais. Oui, c'est très mentholé, effectivement, et on sent. Ouais, et ça va vraiment derrière le Il y a bouche. encore beaucoup de fraîcheur, malgré le fait que ce soit une plante séchée. Voyez qu'on Pardon? Non, je dis, transmettez les goûts à nos camarades dans le public. C'est très très frais, alors que ça reste un produit sec, mais qui a encore gardé beaucoup de fraîcheur. Oui, tout à fait. Ce sont des plantes qui sont plutôt lyophilisées Ok. que la plupart du temps, c'est des produits qui ont séché dans un four et on a vraiment enlevé l'essentiel de la plante. Ok. Donc nous, on aime bien justement travailler la lyophilisation et puis la congélation. Ok, très bien. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc là, on est en train de décorer le taco. On est en train de poser quelques petites plantes pour rappeler un peu le côté floral aussi du taco. Carlos, qu'est-ce qui t'a amené à Lyon aussi? C'est-à-dire que tu parles un français impeccable. Il y a plusieurs années maintenant que tu es installé. Raconte-nous ton arrivée dans cette ville et les raisons qui t'ont amené à arriver sur entre la Saône et sur les bords de la Saône et du Rhône. Donc, pour finir, justement, Vas-y. le taco est Et tu me complètement fini. On remercie aussi mon producteur de vaisselle, Le céramiste. artisan, un céramiste péruvien qui travaille à Strasbourg. Et la chicha, j'ai pas vu où est-ce qu'elle La a chicha était déjà dans la maillot. Dans la maillot, d'accord. Voilà, Très bien. juste pour le présenter. Très bien, on va la déposer là, très bien. Je pense Voilà, qu'on va ça fait partie d'une entrée de menu dégustation. Très bien. Voilà. Donc c'est un menu dégustation. Combien de séquences à peu près dans ton restaurant? Le premier, on est entre 6-7 et le deuxième, il est entre 10 et 12, D'accord, ok. en fonction de ce qu'on a envie de faire en réalité. Donc je te posais la question de comment toi, péruvien des montagnes des Andes, à environ 3200 mètres, tu arrives à Lyon quelques années après. Alors, par juste hasard. Parce que ma soeur habitait là déjà à l'époque, Ok. au début des années 2000. Je faisais déjà des études de cuisine à l'époque et elle m'avait trouvé un stage à Lyon. Je ne connaissais pas ni la France, je ne connaissais ni Lyon, ni la renommée de la gastronomie lyonnaise. Donc Ça a je pas l'ai été- vraiment découvert à Lyon. Oui, et ça n'a sur pas place. été simple hein, aussi. Bah, pas du tout. On ne parlait pas la langue, on ne connaissait pas la cuisine française, on n'avait pas vraiment les techniques. Donc, je suis arrivé un peu sans parachute. Ok. Et c'était il y a combien de temps ça? Il y a presque une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, très bien. Donc, deuxième séquence. Donc là, on est sur un plat que j'aime énormément parce que c'est un plat que je le mangeais déjà quand j'étais petit. Très bien. Ce plat s'appelle la uchucuta. Uchucuta, ça veut dire une sauce pimentée à base d'herbes de la région de laquelle on se retrouve. Très Par bien. exemple, on peut trouver une uchucuta dans la région de Cusco, on peut trouver une uchucuta dans la région de Jauja. Pareil. Et en fonction de ça, on adapte les légumes et les plantes. C'est un comme, plat aussi. comme un condiment. Ça peut être un condiment, ça peut être une salade également. D'accord. Par exemple, à Cusco, on fait avec les fans de navet, par exemple. D'accord. Donc ça apporte un goût différent. Au sud, on le fait avec uniquement de chincho, wakataï et piment, par exemple. Et alors du coup, Donc là, on l'a vraiment adapté en fonction des produits qu'on a à Lyon également. Là, on l'a adapté avec des blettes et pommes de terre. Une pomme de terre assez farineuse qu'on a réussi à trouver, qui s'appelle Nazca. Bizarrement, le nom de la ville de Nazca. d'accord, des pommes de terre cultivées en France. Hein. Cultivée en France, tout Ok. à fait. Ça, il faut savoir qu'on n'a pas le droit d'importer de la pomme de terre au Pérou. Pourquoi? Je ne sais pas, question Trésor sanitaire. national. Question sanitaire, je ne sais pas du Ok. tout. Mettez-vous sur le côté ici. Et donc, c'est encore une fois un plat très végétal, très frais. On aime beaucoup ça. Dans nos menus, on n'utilise pas beaucoup de la viande de bœuf, viande de rouge. On utilise plutôt du poisson, viande blanche et pas mal de légumes. Et Carlos, tu parlais du ceviche, qui est évidemment un emblème aujourd'hui quand on parle de cuisine péruvienne. Tu aurais pu aussi faire un cevicheria, j'imagine, quelque chose de plus simple dans l'esprit, c'est-à-dire Bien sûr. plus
un peu décontracté, un peu plus... Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller vers une ambition gastronomique plutôt que d'être dans une vision traditionnelle du Pérou? Je pense que c'est par ma formation à Lyon. Je suis tombé sur un restaurant qui avait à l'époque 2 étoiles Michelin. Ça s'appelait Pierre Orsi. Je pense que c'est assez connu pour tout le monde. Bien sûr. Et je pense que c'est ce chef-là qui m'a donné cette passion de vouloir faire bien les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'adapter la cuisine de rue, par exemple, la cuisine de rue péruvienne, et on l'adapte à la gastronomie de haut niveau, on va dire. Et les Péruviens de France qui vont chez toi se retrouvent complètement, j'imagine, dans ton restaurant. Comment tu travailles aussi avec tes compatriotes? Alors, ils peuvent se retrouver au niveau des goûts. Il faut encore une fois savoir qu'on utilise pas mal de produits qui sont déjà aussi méconnus pour les Péruviens. Ok, des produits péruviens, mais rares. Et que les Péruviens eux-mêmes, ils retrouvent ça un peu décalé. Ok. Parce qu'on utilise pas mal, on utilise aussi des fourmis d'Amazonie, on utilise des cacao blanc, comme vous pouvez le voir ici. C'est une autre variété de cacao qu'on n'a pas l'habitude de manger. Donc tout ça, ça peut aussi déstabiliser même les Péruviens. Les Péruviens. Voilà. Donc, la pâtissière ne fait pas un dessert, on est d'accord là. Pas du tout. Mais le même soin que pour un dessert. Voilà. Et donc, ces petites herbes, tu peux nous les décrire? Je ne les reconnais pas, pour être honnête. on a tout simplement l'aneth, L'aneth, ok, ça je l'avais. un peu de pomperelle, la menthe, et tout ça, c'est des petites piques qu'on a créées à base de pommes de terre. Ah. Donc c'est normal que je ne la reconnaisse pas parce que ce n'est pas une herbe. Non, mais ça ressemble à une herbe. Donc ça va rajouter un peu de texture, un peu de croquant. Ça a un peu de texture, c'est des petites piques qu'on a créées, pommes de terre et basilic. Très bien. Ça reste encore très, très floral, très herbacé. Herbacé, oui, très bien. Et ici, on a créé une sauce à base d'une congélation de mélisse et verveine. Donc nous, on aime bien extraire tous les jus à base de la congélation. Ok, donc explique-nous la technique. Tu vas prendre les éléments frais, tu vas les congeler. On le met au congèle, on le met de temps en temps au pacogette, D'accord. on le laisse congeler et après on laisse décompter tranquillement, doucement. D'accord. Voilà. Et si donc, on le faisait frais, tout simplement, j'ai pas compris. Si on ne faisait pas congeler, en gros, si on le faisait, si on un mix. Le problème, c'est que vous allez noircir la feuille, la chlorophylle, il disparaît. D'accord. Donc tu vas chercher c'est pour ça justement. que nous on retrouve quelque chose de c'est fluo, quelque chose de pur. D'accord, très bien. Du coup, dans cette assiette qu'on appelle ochocuta, on va venir verser le jus. Je peux? Je t'en prie. Mince, c'est passé à côté. Tu veux qu'on le... Je dirais, ça ressemble à une petite couronne. Très bien. Désolé pour le nez, je suis un peu allergique au pollen. Au parc floral. Tiens, Donc ici, on va lui faire une petite place. Très bien. Ochocuta à ma façon. Très bien. Ochocuta à ta façon. À ma façon. On enchaîne du coup avec... On enchaîne. Du coup, on va passer au plat emblématique que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu parler. On en C'est a le parlé. fameux ceviche. Alors, le ceviche, on l'a évoqué hein, déjà avec Virgilio et Pia. C'est un plat effectivement qui est un emblème. Néanmoins, c'est un plat qui est aussi du coup l'expression de cette hybridation entre des cultures, des populations immigrées qui sont arrivées au Pérou, qui ont transformé et finalement a fait aboutir ce plat avec l'idée de ce poisson cru, de ce tranché. Raconte-nous quand même l'histoire de ce ceviche. Alors, par rapport à ce que j'ai étudié, par rapport à ce que j'ai appris en fonction on en du a parlé, ceviche, c'est hyper intéressant. Le ceviche, on a déjà retrouvé des traces dans la culture Chimú, ou la culture Chan Chan.
Donc une Dans les- culture bien avant les Incas. ok. Donc, on les mangeait déjà apparemment crus, parce qu'il n'y avait pas de citron à l'époque. Bien Donc, sûr. c'est les Asiatiques qui ont apporté Les agrumes, les agrumes, citrus. par exemple. Et du coup, on a retrouvé dans les cimetières Chimu Mhm. des morceaux de poisson avec un fruit qu'on appelle le tumbo. Qui est très acide. Il y a beaucoup d'acidité. Et on s'est rendu compte qu'on mangeait déjà ce plat Il y a combien de temps? C'était quoi? Quelques milliers d'années? quelques milliers d'années, je ne peux pas vous dire une Ok. date. Mais c'est sûr que c'est une adaptation, le ceviche, c'est une adaptation dans le temps qui a permis qu'on retrouve le ceviche d'aujourd'hui. Et en espérant que ça va évoluer petit à petit. Moi, quand j'étais plus jeune, le ceviche, on le mangeait presque cuit, au citron. C'est-à-dire que vraiment un poisson qui était très très longtemps laissé dans le citron, qui Oui. transformait la chair du poisson. Voilà, exactement. Il y avait ce côté presque un peu cotonneux aussi qui Oui, parfois c'était était un pas... peu chewing-gum, c'était pas terrible. Ouais, ouais. Au niveau du gustatif, c'était top, mais ce qu'on on présente aujourd'hui dans tous les restaurants au monde, je pense que c'est quelque chose qui est bien fini. Qui est plus raffiné aussi peut-être. Et alors la version du Miraflores, Alors là- du ceviche. On a, comment on dit ça en français, on a saumuré le saumon, D'accord. c'est le sucre. On a apporté un petit peu de piment également pour apporter du piqueur. On a canciachulpi camoté et on a fait une leche de tigre à base de crevettes, avec les têtes de crevettes. Alors, leche de tigre aussi, c'est un mot qui résonne comme étant quelque chose de connu. Redonne un peu les mots-clés aussi de ce leche de tigre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La leche de tigre, c'est ni plus ni moins que le jus du poisson mariné avec le citron. Très bien. Voilà, et avec les épices et les condiments. Ok. Donc Et- on a su l'adapter un peu partout dans le monde. Hein. Carlos, Donc, on c'est voit bien. du saumon. Ça, c'est du saumon. Au Pérou, excuse-moi, hein, je suis un béotien, on trouve du saumon. On peut en trouver, mais c'est rare. C'est plutôt la truite qu'on trouve plus souvent en D'accord. montagne. Mais c'est sûr qu'en ayant à 2000 km de Pacifique, on peut trouver du poisson blanc facilement. D'accord. Nous, on le propose parce qu'on aime bien. C'est une chair assez douce, assez gras. Du coup, ça plaît beaucoup aux Français. Je pense que c'est le premier poisson consommé en France. Tout à fait. Du coup, et nous aussi, on a du mal à trouver du bon poisson à Lyon, malheureusement. Ok. On est loin de la mer, on est loin de l'océan. Pour nous, c'est un petit peu compliqué. Ok. On arrive à en trouver. Bien sûr, bien sûr. Mais- Donc en tout cas, là, cette version-là, est-ce que ça pourrait être d'autres poissons, probablement aussi au Miraflores, où il est tout. Toi, tu veux vraiment le faire au saumon? Non, on peut l'adapter en fonction. On peut D'accord. l'adapter. Allez-y. Vas-y, on te laisse dresser cette assiette. Par contre, si vous voulez réellement goûter un ceviche traditionnel, si vous voulez quelque chose de plus marqué, il faut absolument venir à Icabar. C'est Dis-en un petit mot, effectivement. c'est le côté décontracté du Miraflores. C'est le petit frère de Miraflores. Très bien. On a créé un espace beaucoup plus simple, beaucoup plus décontracté, qui se trouve juste à côté du restaurant. Avec quelques bons cocktails aussi. Avec un bar à cocktail et un bar à ceviche, comme on appelle nous. Ok. Donc on a 2-3 sortes de ceviche et plein de petits plats à picorer. Très bien. On sera là. Donc comment? On va venir. J'espère. Donc ici, on est vraiment dans le ceviche classique. Hein. On n'est pas... La différence dans ce ceviche-là, c'est qu'on va aller chercher la complexité dans la leche. Ok. Donc la leche de tigre, ce sont des crevettes qu'on a blanchies, qu'on a flambées, qu'on a passées au mixeur avec une base de leche. Ceci. Je me permets? Vas-y. On sent le piment, on sent l'acidité. Ouais, on sent le poisson aussi. Hein. Il y a cette. Il y a beaucoup de goût de poisson. Ouais, ouais. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est vraiment d'extraire les goûts. Et pas forcément, on a assez mauvaise habitude d'utiliser beaucoup, en la cuisine péruvienne, du glutamate de sodium. Ok. Que nous, particulièrement, on n'aime pas trop, du coup, on évite d'utiliser ça. Ok. Donc, on va vraiment chercher La concentration. la des goûts. concentration des goûts, les hucs. Ok. Même sur les techniques qu'on a parlé tout à l'heure, la lyophilisation ou la décongélation ou la décontation,
ça nous permet d'extraire vraiment quelque chose de pur. Très bien. Donc là, c'est le jus de crevette qu'on a mixé, qu'on a filtré. Donc des têtes de crevettes, hein, tu disais. Les têtes de crevettes qu'on a flambées. Ensuite, on a mixé, on a décompté. Et à ça, on a rajouté la leche de tigre de base. Ok. C'est la chair de poisson, céleri, gingembre, coriandre et un petit peu de La base fumée. aromatique classique, disons. Classique. La base, ça ne bouge pas. Ok. C'est quelque chose Mais est-ce que c'est encore un leche de tigre Est-ce que c'est encore une version traditionnelle, ça, si on peut dire, de leche de tigre? Non, parce que j'ai rajouté justement le jus de crevette. De crevettes, ok. Donc c'est le jus de crevette qui va apporter ce côté différent Ok, très au bien. ceviche. Donc là, on vient verser la leche. Oups. On n'a pas vu. Ah, si on voit bien. Et le plat est fini. Super. Un plat Est-ce que tu veux très- bien, on va la... Et vous avez de l'huile d'herbe aussi. Très bien. À quel moment on mange un ceviche au Pérou? C'est un plat qu'on peut Traditionnellement, vous le mangez le midi. Ok. Oui, le midi. Ok. De plus en plus se font le soir. Il y a des bars qui sont ouverts le soir. À mon époque, les cevicherias, ça tournait entre 11h du matin jusqu'à 17h. D'accord. Pas plus. Ok. Actuellement, je pense que les restaurants ils commencent À étendre un dû peu. aussi à l'influence touristique. Est-ce que tu retournes régulièrement, toi, au Pérou, du coup? Comment tu... Minimum une fois par an. Minimum une fois par an. Voilà, Ok. pour Donc, voir mes producteurs. Tous les produits que vous avez là, ce sont mes producteurs que j'ai rencontrés directement. Que ce soit dans la région de la Merced, que ce soit Junín, que ce soit Cusco, Piura, notamment les cacao, les fèves, les grains. On a pas mal de producteurs qui travaillent énormément avec nous. et donc la dernière séquence, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc là, on va passer sur du sucré. On ne voulait pas faire trop, parce que je Mais sais c'est qu'on très- a, C'est très bien, on on est très bien. a Mais- pas beaucoup de temps. Avant qu'on commence peut-être ce dessert, je voulais revenir sur un mot qui est revenu régulièrement dans la bouche, que ce soit de Virgilio, de Pia, et quand on en a discuté ensemble aussi en amont de cette masterclass, c'était le mot de la fierté péruvienne vis-à-vis de cette gastronomie. Qu'est-ce que ça représente pour le peuple péruvien, cette gastronomie et aujourd'hui cet engouement que le pays connaît à travers cette gastronomie? Je pense que la gastronomie, ça nous a permis de rencontrer, de réunir. On était un pays, dans les années 80, un pays dévasté par le terrorisme, par l'inflation, par la corruption, énormément de morts, donc beaucoup de monde qui est parti du pays. Le Pérou est resté un peu dans l'air. Et je pense que cette génération de chefs, tout ce qui s'est apporté à la gastronomie, bien évidemment c'est une fierté, mais je pense aussi que plus loin, si on va plus loin, c'est quelque chose qui nous a réunis. Retrouver des restaurants péruviens à Lyon actuellement, ça fait énormément de bien, ça fait beaucoup de plaisir de retrouver des petits restaurants qui s'ouvrent à droite, à gauche, et sentir que je ne suis pas tout seul dans une ville aussi grande, ça me réconforte. Tu as été récompensé il n'y a pas très longtemps à Miraflores. Tu m'expliquais qu'il y a tous les Péruviens de France et du Pérou étaient d'une très très grande fierté et t'ont envoyé beaucoup de messages pour Bien sûr. célébrer collectivement cette... Pas que les Péruviens, tous Bien sûr. les chefs au niveau mondial, des chefs brésiliens, aux États-Unis, en France. On est très content de voir que même la gastronomie en France évolue d'une façon assez rapide. On n'aurait jamais imaginé avoir un restaurant péruvien étoilé à Lyon. Non, enfin en tout cas, il y a une véritable logique à voir ces récompenses quand on voit le travail, quand on voit l'expression de ce territoire et de cette culture qui est si riche et qui littéralement nous a transportés là pendant ces 3 jours. Bien sûr. Je te laisse raconter ce dessert. Alors, on a voulu créer un dessert à base des 2 produits phares de ce dessert,
que c'est le cacao, tout simplement. Mais nous, on le travaille avec 2 cacaos différents dans un seul dessert. On a le cacao blanc, que c'est une fève blanche. Donc il ne s'agit pas du beurre du cacao, ce Pas que du nous tout. on appelle le chocolat blanc, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça, c'est du beurre de cacao, c'est ce que vous avez là. Et justement, vous avez à droite la fève criollo, chunchon, qui est à droite, et la fève blanche qui est juste à gauche. Donc, nous, on a travaillé la fève blanche dans une mousse de chocolat, et que ensuite, on a enrobé de beurre de cacao, cette fois-ci, D'accord. qui viennent tous les cacao avec qui on travaille, ça vient de la région de la Merced. Alors attends, moi j'essaie de comprendre. Là, on a ces sphères qui sont donc en cacao, fourrées, blanc. cacao blanc, fourré de cou- Non. Non, À l'intérieur, il y a une mousse de cacao blanc. ok. Pourquoi on a choisi le cacao blanc? Parce qu'on aime bien cette acidité. C'est un cacao assez particulier qu'on trouve très souvent en forêt amazonienne, à côté des plantations d'oranges, à côté des plantations de maracuja. Donc toute cette racine, toute cette terre apporte une certaine acidité aussi à ces cacao. Très Ok. bien. Du coup, là, on enrobe avec du beurre de cacao au chaco. Chaco, c'est l'argile comestible Très qu'on bien. utilise depuis des siècles aussi dans les oui. pays andins. Qu'on a vu aussi samedi, dimanche, et donc aujourd'hui comme étant un lien de ce Voilà. territoire. Je pense qu'il faut relever ça parce que c'est quelque chose d'important. De montrer aujourd'hui aux gens que c'est pas une mode, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose que j'ai vu, la consommation de ces poudres, de cette argile dans mon enfance. Il faut savoir que ma mère est de la région de Cusco, mon père de Huaraz. Donc j'ai eu beaucoup d'influence des Andes. Ok. Ok. Donc on est d'accord que c'est un argile qui va être légèrement sucré. Non, là c'est l'argile qu'on a créée en meringue. D'accord. On l'a fait sécher pendant 24 heures et après on l'a mixé pour créer une poudre qui ait le goût d'argile mais que ça ne soit pas trop fort. D'accord. Donc il y a évidemment un peu de sucre. Ok, très bien. Ok. Donc là on l'a bien enrobé de chaco, meringue de chaco. Et du coup on a créé une croûte pour qu'on puisse faire jouer le client en cassant avec la cuillère. Juste, je Ok. reviens, quand tu dis que tu as fait une meringue, c'est une meringue à l'argile, on est d'accord. C'est pas À l'argile. simplement la texture de la meringue que tu vas chercher, c'est qu'elle est aromatisée. Aromatisé à l'argile. D'accord. Donc Erika se prête à vous présenter ça. Un petit sablé au cacao également. Nous, on aime bien le cacao brut. On n'aime pas trop rajouter du sucre. On n'aime pas le sucre d'ailleurs. On n'aime vraiment pas le sucre blanc, raffiné. D'accord. On ne l'utilise pas beaucoup. Et là, on va passer à une glace qu'on a... Non, pardon. Là, on a ce qu'on appelle la kryptonite. La kryptonite. Oui, la kryptonite. On a créé la kryptonite à base de poudre de chaco également. Ok. En fait, c'est le condiment qui vient associer le dessert. Tout à l'heure, on va vous montrer, on a créé une glace. Erika, au je vais chaco. goûter la kryptonite parce que Oui, moi, allez-y. je me suis souvent pris pour Superman. Bah, soit j'ai perdu tous mes pouvoirs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de lier le tout. Ok. Je ne serais pas capable de dire ce qu'il y a dedans. Je ne serais pas capable de dire ce qu'il y a dedans. C'est que de l'argile Ok, avec un travail technique qui permet d'avoir quelque chose de pétillant. c'est ça. Je sens la pétillance, mais j'aurais pas su C'est comprendre. quelque chose de pétillant dans laquelle, ce qu'on conseille souvent à nos clients, c'est comme du sel. Ok. Vous allez prendre un tout petit morceau et vous allez D'accord. goûter. Un exhausteur, quoi. Voilà. Et en même temps, ça va nettoyer le palais. Ok. C'est-à-dire que vous allez passer, allez-y pour la glace, vous allez passer du sablé au beurre de cacao, vous pouvez vous rincer la bouche. Oh, Vous ok. passez de la glace à la mousse au cacao, vous allez pouvoir vous rincer la bouche. Donc ça permet aussi de faire jouer le client et de faire participer le client. Très bien. Entre les textures, les saveurs, effectivement, et des univers quand même Voilà. assez différents. Entre la Exactement. sucrosité et effectivement la pétillance. Donc, mélisse, pourquoi la mélisse? Parce que c'est une plante qu'on aime beaucoup. Ok. Et que c'est de la région de la Drôme. Et puis,
Et puis ça apporte de la fraîcheur, ça apporte de la saison aussi. Donc on va décorer avec un petit peu de plantes d'anis. Et ensuite, on va finir avec un cacao criollo. Cette fois-ci, c'est un cacao noir. Donc non sucré 75. à 75. 75%. D'accord. Encore une fois, nous, on n'aime pas le sucre. Ok. Donc très peu sucré. On n'aime pas le sucre raffiné. Ok. C'est pas bon pour la santé et en plus, ça apporte pas grand-chose. Ok. Ça enlève à la limite le goût naturel des choses. Donc on évite complètement. On a le cacao qui a été aromatisé à la liqueur de Muña. Pareil, la Muña, c'est une plante qu'on va retrouver très facilement dans le menu de dégustation, dans toutes ses formes. Ok. En poudre, en frais, en pâte. Là, pour le coup, c'est l'alcool de Muña. Ok. Et donc on va râper cette. On va venir râper entre le chaco et la glace. Et du coup, ça, c'est le côté un peu amer qu'on va trouver, le côté amertume avec l'argile dans ce dessert. Carlos, on va conclure cette masterclass. Est-ce que tu voudrais achever en ajoutant un petit mot, à la fois en tant que cuisinier péruvien à Lyon, et comment tu voudrais justement, toi, nous inviter à rencontrer cette cuisine? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Remercier déjà tous nos partenaires, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire la bonne cuisine. Sans eux, je ne peux pas créer, n'est-ce pas? Donc merci à tous nos producteurs de produits frais, nos producteurs de vaisselle qui est présent justement, pas loin d'ici. Soutenez le métier qui est important. Ok. On est en train de passer dans une situation assez compliquée. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être en manque de personnel, pas mal de choses qui nous pénalisent suite à un confinement et Bien sûr. à quelque chose d'inattendu. Donc, continuons à faire ce qu'on sait faire. On va continuer, nous aussi, de notre côté. Venez découvrir la cuisine péruvienne dans tous ses états. À Lyon, on a des très bons restaurants péruviens aussi à découvrir, péruviens. Non seulement le Miraflores, il y a plein de petits restaurants qui sont présents. Et ben on va venir à Lyon. Carlos Camino de Miraflores, on l'applaudit s'il vous plaît, et ses équipes de nous avoir fait voyager au Pérou. On se retrouve très rapidement dans 5 minutes. Merci, à tout de suite.